laboratoire Merck. D'abord, on pose le sujet en images avec Ojiro. Les médicaments, c'est plus de 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en France. Un marché juteux, infiltré par l'escroquerie et le trafic d'influence. Le Mediator a été mal utilisé, mal commercialisé, il y a eu des mensonges et c'est le laboratoire qui, à la fin du processus, devra assumer ses responsabilités. Après le scandale du Mediator, un antidiabétique détourné comme coupe-faim, les failles du système sanitaire ont été mises au jour. On s'est aperçu que les contrats occultes, la consultance, le lobbying, l'influence, les liens entre un laboratoire et une communauté médicale pouvaient avoir des conséquences extrêmement délétères. Il est nécessaire qu'il y ait du ménage de fait. Mais la pharmacodélinquance est-elle une pratique généralisée ? Non, la pharmacie n'est pas un coupe-gorge. Pour l'essentiel, le système fonctionne, il y a eu des problèmes ponctuels, ils sont dénoncés, ils doivent être jugés, mais je ne parlerai pas pour ma part de généralisation de la pharmacodélinquance. 87% des Français ont confiance dans les médicaments, mais estiment manquer d'informations fiables. Chaque année, 18 000 personnes meurent d'accidents médicamenteux dans notre pays. Un tiers de ces décès correspondent à des prescriptions qui ne sont pas justifiées. Question, les labos sont-ils plus préoccupés par le profit que par la santé ? Alors avant de répondre à cette question, Anne-Laure Barret, je me tourne d'abord vers vous parce que vous avez été l'une des premières lectrices du docteur Dalberg, du récit qu'il a fait 2 ans après son licenciement par Merck. Vous connaissez bien ces sujets, on vient d'évoquer le scandale du Mediator. Vous avez été saisie quand même par ce qu'il racontait. D'abord, ce qui m'a saisi, c'est que sa parole, elle était rare. Il racontait un monde, l'industrie pharmaceutique, sur lequel les journalistes s'interrogent, sur lequel les patients potentiels qu'on est tous se posent des questions. Et pour la première fois, en lisant ces lignes reçues par la Poste, je découvrais comment on vendait des médicaments, comment les professionnels de l'industrie pharmaceutique s'y prenaient pour vendre des médicaments. Je dois vous dire que j'étais un petit peu effrayée et je me disais, mais on s'y prend exactement comme on s'y prendrait pour vendre des t-shirts ou tout autre bien de consommation. Voilà. C'est ce qui se passe au quotidien entre les labos et ceux qui ont le pouvoir d'acheter les médicaments, notamment dans les hôpitaux publics. On peut le dire comme ça, Bernard Dalberg. Ah oui, bien sûr. Alors, si ce n'était que de la concurrence entre labos, ça ne serait que du lobbying, mais ce qui est grave, c'est que ça vise souvent à masquer ou à minimiser les effets secondaires de certaines molécules. Or, ces effets secondaires, ils font des victimes. Ojiro vient de le rappeler, 18 000 personnes meurent d'accidents médicamenteux en France, 200 000 en Europe. Oui. C'était ça votre travail ? Oui. Tout d'abord, je voudrais rappeler effectivement que la pharmacie, dans son ensemble, ne dysfonctionne pas. C'est une minorité d'industriels qui poussent les limites au-delà du raisonnable et qui aboutissent à ce que vous dites. Notamment quand il y a de gros enjeux financiers. Absolument, mais toujours. Il faut savoir que le nerf de la guerre pour l'industrie pharmaceutique, c'est exactement le même que ceux qui fabriquent des voitures ou des frigidaires. C'est l'argent à la fin. Vous avez les actionnaires qui veulent du retour sur investissement. Donc à un moment donné, quand l'industriel est dans une situation difficile ou au contraire qu'il a des objectifs de croissance parfois irréalistes par rapport aux ventes possibles, eh bien les limites sont franchies. Alors les limites, vous les racontez, vous en donnez un certain nombre d'exemples dans ce livre. Oui. Comment vous parvenez à convaincre un médecin de couper un paragraphe de son discours, qu'il doit faire un congrès médical. Comment vous travaillez à minimiser les effets du Subutex. Vous aviez... un réseau de médecins, un réseau relationnel, un réseau intéressé, un réseau vénal, comment le qualifier ? Non, je crois vous posez la bonne question parce qu'il y a certainement beaucoup de fantasmagories, mais comment font-ils ? En réalité, c'est un problème purement humain. Quand vous connaissez quelqu'un plus de 5 minutes, il y a déjà des liens qui s'établissent. Mais quand vous travaillez avec des médecins pendant des années, quand une industrie travaille pendant des années avec les mêmes médecins, les travaillent dans les congrès, dans les hôtels de luxe, à l'autre bout de la planète, quand vous allez en boîte de nuit, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec eux et que vous rentrez un peu éméché à 2h du matin 2 ou 3 fois, que vous chantez un karaoké, si vous voulez, c'est plus une question d'argent. Vous êtes quasiment amis. Donc... voilà. Les médecins sont de grands enfants qui ne savent pas résister aux avantages. Absolument. Il y a une croyance totalement stupide qui est de dire que new is beautiful, voilà, disent les Américains. Donc, un nouveau médicament, c'est censé être mieux que les anciens. Il n'y a rien de plus faux. Un nouveau médicament, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sait même pas s'il va tuer plus que les autres. On l'a utilisé pour le mettre, avoir une autorisation sur 10 000 personnes. Mais on sait très bien que les accidents médicamenteux graves, c'est sur 100 000. Mais on le verra quand le médicament va être prescrit au bout de 100 000.
Donc je signale ici, tout en passant, qu'un accident sur 100 000 ou 1 million, c'est malheureusement plus de chances que de gagner au loto en jouant tous les jours. Jusqu'au refus qui a entraîné votre licenciement en 2011 et que vous racontez au début du livre, refus de valider les factures destinées à la rémunération d'un médecin, un expert public, auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Là, c'est quelqu'un qui, directement, avait un pouvoir de peser sur l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Absolument. Vous avez la compagnie qui vient faire un roadshow. C'est assez habituel, c'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est on vient voir les autorités de santé, on leur présente notre médicament, jusqu'à là, tout est normal. Et puis les autorités doivent décider si oui ou non elles vont accélérer le processus, si elles vont vous donner des ventes avant les ventes, les ATU, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire certains malades peuvent en bénéficier avant l'autorisation européenne de lancement. Donc, c'est toujours de l'argent engrangé avant le moment T. Et puis, vous avez votre expert de l'agence qui est là et que vous payez. Mais personne ne le sait, sauf l'industriel. Et à la fin, la décision est prise évidemment dans le bon sens. Hélas, vous dites c'est de la corruption. C'est ce qu'on appelle pudiquement le conflit d'intérêts. Voilà, il s'agit du Victrelis, qui est un traitement de l'hépatite C. Question posée par Ojiro tout à l'heure dans son sujet. Anne-Laure Barret, les labos, au final, sont-ils plus préoccupés par leur profit que par la santé des patients? Je suis absolument pas capable de répondre à cette question. Ce que je me dis, après avoir travaillé pendant plus d'1 an pour préparer cet ouvrage, c'est que les pouvoirs publics qui ont semblé prendre conscience des dangers des médicaments, on a entendu Xavier Bertrand au moment de l'affaire du Mediator dire qu'il voulait vraiment prendre à bras-le-corps ce problème, ont fait des premiers pas intéressants, mais ils ne sont pas allés au bout. Et je crois que l'idée du docteur Dalberg, c'est de dire... posons vraiment le problème, essayez de lutter contre les accidents médicamenteux comme on l'a fait avec les accidents de voiture. Il y a encore des choses à éclairer. On a réglementé il y a quelques années maintenant les visiteurs médicaux auprès des praticiens, des médecins généralistes, mais on s'aperçoit que pour ce qui est des cadres des labos pharmaceutiques, ils peuvent encore intervenir sur des acheteurs importants qui sont les chefs de service et les médecins hospitaliers. C'est ça, Bernard Dalberg? Et c'est ce qu'on a vu, c'est à partir du moment où vous les connaissez depuis des années, et puis aussi, il faut le dire tout de même, que vous leur donnez de l'argent, parce que si les industriels de la pharmacie ne donnent pas d'argent aux médecins hospitaliers, ce qu'on appelle les leaders d'opinion, ils ne peuvent pas faire de recherche. Et s'ils ne font pas de recherche, s'ils ne publient pas, ils n'existent plus. Et le jour où il faut nommer un chef de service, voilà, c'est un intérêt croisé. Et le jour où il faut nommer un chef de service d'un nouvel hôpital, ça sera celui qui a le plus publié, il faut le savoir. Omerta dans les labos pharmaceutiques, confession d'un médecin chez Flammarion. Merci Bernard Dalberg et merci à vous Anne-Laure Barret, c'est à lire. Merci.